À Chelsea, comme partout ailleurs, maintenir, conserver son poste, son emploi ne tient qu'à un fil, que sur le fil très fragile des résultats. Mais à Chelsea, comme nulle part ailleurs, ce fil est plus que vulnérable, plus que précaire. Et Lampard, en signant à Chelsea, en était nettement convaincu parce que sur son parcours de footballeur, il a évidemment passé 13 ans à Chelsea et sur ces 13 ans, il a vu 7 coachs être débarqués. Donc il en était nettement convaincu. Il savait clairement là où il mettait ses pieds. Messieurs, dames, charmantes demoiselles, bienvenue dans ce débrief d'IKF10. Le licenciement de Frank Lampard a été acté. Son successeur vient d'être nommé. Il sera sur le banc demain, mercredi à 19h face à Wolverhampton. Alors, ce licenciement a suscité émoi, consternation et soulagement dans la communauté des Blues. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'était opportun de renvoyer Lampard? Est-ce que la nomination de Thomas Tuchel est justifiable et utile? Sera utile évidemment pour ce Chelsea-là. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'abord, rappelons déjà les faits. Moi, j'étais particulièrement séduit, ébloui par les 6 premiers mois de Frank Lampard, qui étaient franchement éblouissants. On prenait énormément de plaisir, on prenait notamment notre pied. Vous l'avez lancé énormément de jeunes dans le bain. On se souvient, c'est lui qui a fait énormément progresser les Mason Mount, qui a évidemment lancé Callum Hudson-Odoi, qui a lancé Tammy Abraham dans ce Chelsea-là, Chelsea New Look, qui faisait confiance aux joueurs de l'académie parce qu'ils étaient un peu interdits de transfert. Et puis dans un contexte très très difficile où ils ne pouvaient pas investir et puis aller se renforcer et un peu étoffer cet effectif pour être compétitif. Il venait de perdre Eden Hazard, qui est quand même le joueur le plus créateur, le meilleur élément de Chelsea ces dernières années. Donc voilà, c'était 6 mois vraiment époustouflants de la part de Lampard avec un pressing vraiment très haut, très fort devant, où on allait chercher très haut l'adversaire, on s'installait dans les camps adverses. Et puis est arrivée évidemment cette saison où tout a été bouleversé et sincèrement les attentes n'ont pas tenu leur promesse et puis il paraissait bien trop tendre pour diriger cette armada que s'était construit Chelsea et Roman Abramovich. Les résultats étaient catastrophiques sur le plan du jeu aussi, c'était épouvantable, lamentable. Et donc ce qui devait arriver arriva. Maintenant, est-ce que c'était opportun de changer de coach? Il y en a qui disent que c'est injustifié parce qu'ils arguent l'argument que l'équipe a été bouleversée, largement chamboulée, et qu'il n'y a pas de secret quand vous chamboulez une équipe comme ça et que vous changez 70% de votre effectif. Quelque part, naturellement, il faut du temps. Mais moi, je trouve que c'était le moment ou jamais. Si Chelsea voulait vraiment enclencher une nouvelle dynamique, c'était le moment ou jamais de créer un électrochoc. Et cet électrochoc ne pouvait passer que par un changement d'entraîneur, parce que quelque part, il avait une communication et un management très lassant et très usant. Les joueurs semblaient un peu le lâcher. Il venait en conférence de presse, mais c'était lunaire. Ce n'était jamais de sa faute. Il n'y avait jamais de remise en question. C'est tout le temps la faute des joueurs. Et ils n'étaient pas investis, ils n'étaient pas impliqués, ils ne couraient pas assez, ils ne méritaient pas de porter le maillot de Chelsea. Évidemment que quand vous êtes un joueur et que vous entendez votre coach tout le temps rejeter la faute sur vous, à un moment vous vous dites, mais coach, et vous dans toute l'histoire, tactiquement, est-ce que vous avez été irréprochable? Est-ce que vous avez donné les bons consignes? Est-ce que vous avez donné les bonnes astuces pour qu'on soit dans les meilleures conditions, dans les meilleurs contextes pour pouvoir performer? Et ce relâche, on va dire que
cette hypothèse où les autres, cette hypothèse qui veut que les autres ont lâché Lampard était particulièrement palpable sur le terrain parce qu'ils étaient d'une naïveté, d'une apathie collective, mais qui était inouïe, incroyable. Regardez, souvenez-vous, face à Manchester City, le troisième but qu'il encaisse, il y a un coup franc pour Chelsea. Comment dire, N'Golo Kanté, il est le seul à défendre sur 70 mètres derrière, c'était le seul à défendre un océan, excusez-moi, mais c'était lunaire, alors qu'on jouait la 30e minute, c'était comme si on jouait la 90e minute et qu'il y avait urgence pour revenir au score voilà, cela jouer à la va-vite et amener tout le monde vers l'avant et puis derrière. Moi, c'était surtout le retour des mecs. Ils étaient en train de trottiner parce qu'il y avait le tâtonnement de Sterling. Et s'il y avait un retour fringant, il y avait des chances pour que ce but-là, il rentre pas, mais les mecs, ils revenaient en marchant, en trottinant. Le match face à Arsenal, ils étaient d'une apathie, mais extraordinaire. Il y avait un vrai manque d'agressivité. Le match face à Leicester, les mecs, ils respectaient vraiment la distanciation sociale. Et donc, quelque part, moi, je crois que Lampard, il avait un peu perdu son vestiaire, il avait perdu le fil, et que son discours ne passait plus, et que véritablement, il fallait passer à autre chose pour espérer réenclencher une nouvelle dynamique. L'autre chose, c'est qu'aussi, il y a eu un bouleversement, un chamboulement de l'effectif, et que voilà, quelque part, ça peut se comprendre que les mecs, ils ont besoin de temps pour s'adapter, etc. Mais Lampard, il a non plus rien fait pour que l'adaptation, l'intégration, la cohésion collective puisse prendre forme. Et comment tu veux que les autres ils puissent avoir des affinités, qu'ils puissent développer des affinités, qu'ils puissent développer un relationnel extraordinaire, que voilà, la mayonnaise puisse prendre. Si jamais tu mets la même équipe, si jamais tu alignes les mêmes joueurs à Chelsea, c'est jamais le même back four. C'est jamais la même ligne de 3 au milieu de terrain, c'est jamais la même ligne de 3 offensivement. Les autres sont bourlingués, trimballés un peu partout, mais seulement un coup il est au milieu, un coup il est attaquant gauche, Kai Havertz il est trimballé un peu partout. Werner, on ne sait pas s'il est mieux côté gauche ou s'il est mieux dans l'axe. Giroud, il joue quasiment jamais. Callum Hudson-Odoi, alors qu'il représente, il incarne un certain profil qui est pour moi assez unique à Chelsea, parce que c'est le seul joueur qui incarne la largeur du côté de Chelsea, alors qu'on sait que la largeur, ça manque cruellement dans l'animation offensive de Chelsea. Comment tu veux créer des triangles? Comment tu veux que le latéral et son milieu gauche et son ailier puissent développer des affinités pour que le côté gauche puisse être productif? C'est le même cas, c'est la même chose du côté droit. Et puis il y avait des changements mais hasardeux et des hommes qui étaient particulièrement réprimables. Pourquoi Giroud il joue pas assez? Moi, je me pose la question, pourquoi Callum Hudson-Odoi, il n'est pas titulaire indiscutable dans cette équipe? Je me pose des questions alors que cette équipe a tendance à se mettre un peu dans l'entonnoir, alors que Callum Hudson-Odoi, avec sa verticalité, sa percussion, peut amener vraiment du danger sur le côté en étant très large. Moi, je veux bien. On me dit que Chelsea, ils ont mal fait de recruter un Van de Beek, par exemple, à Manchester United. On pouvait se poser des questions à son arrivée sur l'utilité de son transfert. On savait qu'il n'y avait aucun intérêt de le prendre. Autant Antoine Griezmann au FC Barcelone, quand il vient, on se posait mille et une questions. On se disait, mais où est-ce qu'il va bien pouvoir jouer dans cette équipe? Autant à Chelsea, Edouard Mendy, quand il arrive, Kepa, il était catastrophique. Fallait-il laisser Kepa en place? Thiago Silva, Chilwell quand il arrive, mais en défense et sur le poste de latéral,
bah, c'était trop léger, c'était trop insuffisant. Kai Havertz, mais tout le monde se l'arrachait, c'était un bisou, c'était une opportunité du marché. Werner, il était suivi par Liverpool, tout le monde le voulait, donc quelque part, c'est pas un cancre, quoi. Donc, qu'on ne dise pas que Chelsea, ils ont mal fait de recruter. Alors, je veux bien entendre que ils auraient mieux fait de prendre l'exemple de Liverpool, etc., et de cibler les postes où il y avait plus de besoins et d'aller recruter là-bas. Mais sincèrement, sur toutes les recrues qu'ils ont fait, moi j'ai entendu personne a priori dire qu'ils avaient mal fait, qu'il fallait pas prendre ces jours-là. Donc à un moment, faut arrêter. Et moi, je suis exaspéré, irrité par rapport au fait qu'on trouve chaque jour des excuses aux entraîneurs. C'est-à-dire que tu vas à Marseille, on va te dire Villas-Boas, il fait pas bien son boulot parce qu'il n'a pas un bon effectif. Tu vas à Chelsea, on va te dire Lampard, il fait pas bien son boulot parce qu'il a un effectif trop fourni. Qu'est-ce que les gens ils veulent? Excusez-moi. Après, sur la nomination de Tuchel, ça fait beaucoup jaser, mais Tuchel, c'est pas un mauvais entraîneur. De toute façon, dans l'absolu, il n'y a pas de mauvais entraîneur. Il y a seulement des entraîneurs qui sont adéquats ou inadéquats dans un contexte donné, dans un contexte bien défini. Lopetegui, il n'était pas bien au Real parce que le contexte ne lui convenait pas, mais à Séville, il fait un énorme boulot. Unai Emery, il n'était pas bien à Arsenal, mais à Villarreal, il fait un excellent boulot parce que là-bas, le contexte lui convient très bien. Et il y en a des exemples comme ça. Il y en a à foison. Valverde au Barça, il était catastrophique, épouvantable. Mais pourtant, à Bilbao, il a fait un excellent travail. Et demain, qui nous dit que s'il rebondit dans un autre club, il ne va pas faire un excellent travail? Tout dépend évidemment du contexte. Et Tuchel, l'importance de l'avoir, c'est que déjà il est de nationalité allemande, il parle l'allemand et aujourd'hui il y a une bonne colonie allemande à Chelsea, Kai Havertz, Werner et Rudiger pour relancer ces joyaux-là, ces bisous. Je crois qu'il n'y a pas mieux que Tuchel et le facteur, la donnée de la langue, elle est importante parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 heures ou 3 heures, je regardais un peu Jovic qui disait Zidane en fait c'était un excellent coach mais qui ne s'entendait pas, mais qu'avec le coach de Francfort a dit le courant passait bien parce qu'il parlait la même langue et que les consignes passaient mieux. Ça peut être aussi la même chose. La même chose pour les Allemands du côté de Chelsea. Et puis, il va retrouver Pulisic qu'il avait à Dortmund. Il va retrouver Thiago Silva. Il parle bien la langue française. Ça est d'une importance capitale aussi pour les Mendy, pour les Kurt Zouma et pour les Azpilicueta et pour Giroud aussi. Pour moi, ça peut très bien matcher. Après, on va surveiller de très près sa relation avec Marina Granovska, qui a tendance à s'immiscer un peu, à s'ingérer. Non, c'est pas forcément les bons termes, mais voilà, il a un pouvoir assez colossal, assez important sur le plan du recrutement, et on sait que Tuchel aime bien avoir son mot à dire sur le recrutement. Ça a été le cas au PSG, ça a été le cas à Dortmund, et les raisons des tensions entre Marina et Lampard, ça a été que Lampard voulait Rice et que Marina n'avait pas apposé son feu vert pour que Rice puisse signer. C'est mettre fin à cette vidéo avant que je ne pique une infarctus là, parce que là j'en peux plus. Allez, on va peut-être faire une vidéo plus approfondie, plus élaborée sur l'opportunité de prendre Thomas Tuchel. Mais d'ici là, continuez à partager, continuez à liker, n'oubliez pas, football plaisir, c'est ici que ça se passe.